Salut tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture. Je vais vous parler de 4 romans. 4. J'étais trop bas. De 4 romans. Un que j'ai abandonné, donc une lecture abandonnée et 3 autres lectures. Les 3 autres, je vais essayer et dans tous les cas, je vais essayer de vous en parler dans l'ordre où je les ai lus. Comme ça m'évitera de me perdre. Le premier, c'est Le Cas Van Noorden de Raphaël Passerin. C'est un thriller. Je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à accrocher. Du coup, c'est l'abandon. Je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à accrocher, mais ouais, j'ai été incapable en fait de me plonger dans l'histoire, alors que très clairement, il y avait tous les éléments pour que j'apprécie. C'est un thriller, donc déjà à la base, ça se passe en huis clos. Je vais essayer de vous remettre à peu près droit. Ça se passe en huis clos dans l'appartement de Audric, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il s'appelle Audric. Ouais, c'est ça. Euh, Après 7 ans enfin, c'est 4 amis qui sont censés se... Non, 4 ou 5... Non, 4 amis qui sont censés se retrouver. Euh, chez Audric, justement, donc l'organisateur de la soirée, mais ça fait 7 ans qu'ils ne se sont pas vus. Et il y en a un qui précise qu'il va être en retard. Donc la soirée débute. Audric entend les 2 autres critiquer le quatrième, sauf que, petit bémol, le quatrième est déjà censé être dans l'appartement, dans le bureau d'Audric, puisqu'ils étaient censés faire une petite surprise aux 2 autres. Euh, le quatrième devait débarquer un peu à mode surprise. Sauf que il ne débarque pas et que y a une autre demoiselle, Léa, si je ne me trompe pas, il y a une demoiselle qui a été emmenée par un des invités. Et si je dis pas de bêtises, c'est Léa qu'elle s'appelle. Euh, Demande à aller aux toilettes et se trompe de porte. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller à gauche, elle va à droite et finit dans le bureau d'Audric au lieu des toilettes. Et elle découvre un cadavre, le cadavre du quatrième du coup, et s'ensuit un huis clos. Donc je vous raconte, c'est vraiment le début de l'histoire. Je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à me plonger dedans, alors que forcément le coupable fait partie de ceux qui sont là. Ça fait forcément pas, il fait forcément partie de ceux qui sont dans l'appartement. Sinon, il n'y a aucune logique. Personne n'a pu s'infiltrer. Du moins, c'est ce qu'on pense. C'est pour ça que c'est à huis clos. Je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi vraiment. J'en ai parlé un peu avec l'auteur, j'ai mis mon avis sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Mais du coup, ouais, j'ai pas réussi à accrocher du tout. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais pas dans le mood de lire un thriller à ce moment-là? Peut-être. Est-ce que si je réessaye de le lire dans quelques semaines, j'y arriverai mieux? Peut-être. Mais ouais, c'était clairement pas le bon moment. Donc j'ai pas pu terminer. Vraiment, j'y arrivais vraiment pas. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai fait ma petite chronique sur Instagram, j'ai prévenu l'auteur et il m'a dit qu'il y avait aucun souci, qu'il comprenait que ça puisse pas plaire à tout le monde. Alors qu'en soi, je suis sûre que ça pourrait me plaire. J'ai juste pas réussi à me concentrer dessus et à vraiment me plonger dans le roman. Et c'est dommage parce que je pense que j'aurais pu passer un excellent moment. Mais du coup, voilà, tant pis. Je réessayerai quand même dans quelques temps de le lire, je pense. Comme ça, au moins essayer d'aller jusqu'au bout. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est La Vague de Todd Strasser, paru chez Pocket. Euh, alors, La Vague. La Vague et moi, c'est une longue histoire. C'est-à-dire que je suis allée récemment
à la boîte à livres en bas de du foyer où j'habite. En bas du foyer où j'habite et j'ai vu la vague. J'ai vu juste cette partie-là, donc en soi rien de d'exceptionnel. J'ai pris le livre pour voir la couverture et la couverture me disait quelque chose. Je l'avais jamais lu, mais elle me disait quand même quelque chose. Le titre me disait quelque chose et je me suis dit si c'est ce que je pense, je le prends et je lis. Donc j'ai lu le résumé et j'ai décidé de le prendre parce que La Vague a été écrit il y a des années, je crois, il y a très longtemps, en 2008, ouais c'est ça, il y a 13 ans, et un film en a été tiré, un film allemand qui s'appelle La Vague, du coup. Euh, je vais pas me tenter à le dire en allemand, même si je crois que j'en serais capable, mais on ne préfère pas. Donc évidemment, le film, les prénoms ont été un peu modifiés pour que ça fasse plus allemand, mais du coup, ouais, je l'ai vu, pardon, j'ai vu le film en allemand quand j'étais en première ou en terminale. Et d'ailleurs, le film a deux fins. Il y en a une des deux qui m'avait traumatisée, mais voilà. Et, euh, et j'avais vraiment adoré le film et je me suis dit, je vais essayer de lire le livre comme ça, tranquille. Comme ça, je verrai si ça ressemble vraiment ou pas. Donc le roman fait 163 pages, 153 pages, pardon. Mon portable s'emballe. On suit Ben Ross, si je dis pas de bêtises, ouais, professeur d'histoire dans un lycée et il aborde le thème de la Seconde Guerre mondiale avec ses étudiants, enfin, avec ses terminales, en leur montrant un film concernant les camps de concentration. À la fin du film, enfin du petit documentaire, l'un de ses élèves lui dit que c'est impossible que ça arrive à nouveau. Et il est pas sûr. Il se dit qu'il y a possibilité qu'un jour ça arrive à nouveau, mais il n'arrive pas vraiment à expliquer ça, ni à expliquer pourquoi aucun Allemand autour des camps de concentration ne s'est dressé en fait contre leur gouvernement de l'époque, etc. Et il décide d'éplucher tous les livres possibles sur le sujet, sauf que il se rend compte qu'il n'y a aucune réponse vraie, enfin vraie réponse, aucune explication à pourquoi les Allemands ne se sont pas dressés contre le régime nazi. Et il décide de monter une petite expérience euh, concernant une petite expérience avec ses élèves pour leur prouver que enfin pour voir si ils en seraient capables ou pas eux de se dresser contre quelqu'un et de ne pas laisser quelqu'un leur marcher sur les pieds, enfin et les rabaisser en quelque sorte. Donc ils commencent l'expérience et s'ensuit tout un tas de drames. Ils ont des slogans, ils ont un signe, et ça part vraiment très loin, euh, beaucoup trop loin, au point où Ben Ross à un moment perd le contrôle, on s'en doute. C'est pas exactement comme dans le roman, comme dans le film, étant donné que dans le film, c'est juste parce qu'ils ont une expérience à mener sur l'autocratie ou ouais, sur l'autocratie qui est euh, qui est un moyen politique, enfin un système politique où il y a un groupe de personnes qui a l'autorité exclusive et les autres se taisent et voilà. Mais c'est quand même très similaire, il y a les mêmes bases, etc. Franchement, je l'ai lu très rapidement parce que bah, je m'étais vraiment plongée dedans. Euh, et, euh, et franchement, c'est un roman historique et je crois que le plus inquiétant, c'est de se dire que c'est vraiment arrivé. C'est tiré de faits réels. Il y a vraiment un prof d'histoire aux États-Unis euh, qui,
qui a essayé l'expérience et qui du coup a vu que c'était parti hors de contrôle. Et le fait que ce soit tiré de faits réels m'a encore plus poussé à le lire. Je savais que c'était tiré de faits réels, mais du coup je me suis dit, le livre sera beaucoup plus représentatif puisque c'est vraiment comme ça que ça s'est passé dans la réalité, le film étant un peu différent. Et du coup, ouais, c'est assez terrifiant euh, de se dire que c'est vraiment arrivé. La petite phrase en bas, elle dit: cela commence par un jeu et finit en dictature. C'est clairement ça, c'est très très clairement ça, et ouais, c'est juste terrifiant. Mais, euh, mais du coup, ouais, pour les fans de romans historiques, euh, franchement, foncez. Est-ce que moi j'ai pas adoré parce que bah ça traite un peu en parallèle de la Seconde Guerre mondiale, du nazisme, etc. Peut-être, étant donné que je suis passionnée par cette période historique-là et que dès que je peux lire un roman sur la période, je le fais. Mais franchement, foncez et n'hésitez pas. C'est pas un coup de cœur, mais ça reste quand même un très bon roman. Alors, attendez, je me retrouve là. Le troisième livre dont je vais vous parler, c'est Elana de Pierre Bottero. C'est le tome 2, L'Envol. Je l'ai terminé avant-hier, si je dis pas de bêtises. Euh, je vais pas pouvoir vraiment vous en parler puisque du coup c'est un tome 2. Je peux juste vous dire que j'ai été dévastée à un moment, vraiment. J'étais là, j'étais en mode mais non en fait, pas du tout. Je suis pas d'accord. Est-ce que quelqu'un en a quelque chose à faire que je sois d'accord ou pas? Absolument pas. Mais du coup, ouais, il y a deux, trois moments où j'étais là en mode, non, en fait, non, je suis contre, je refuse, très clairement. Euh, donc, on suit Elana, toujours. Dans le premier tome, on suit Elana, 15 ans, enfin 14-15 ans, qui se fait repérer par Gilano, un maître marchombre. Les marchombres, ils ont des capacités assez incroyables. Ils peuvent se déplacer sans qu'on les entende. Ils peuvent, euh, ils peuvent, ils peuvent tuer à main nue. Bref, c'est vraiment genre tout le monde rêverait d'être marchand. Moi, je rêve d'être marchand en lisant Elana. Et Gilano donc prend Elana sous son aile, commence à la, à la former, etc. En sachant que la formation dure 3 ans. On retrouve Elana 2 ans après le début de l'histoire. Au début du tome 2, elle a 2 ans de plus que au début où elle est avec Gilano, donc elle a déjà fait les 2 tiers de sa formation. Sauf que la formation est loin d'être finie et qu'elle doit terminer sa formation sur fond de trahison, de coup d'état et de mission. Euh, pour être Pour être très précis, Gilano, donc son maître, lui demande comment on dit? Je vais voir s'ils l'ont pas ici. Ouais. D'escorter une caravane. Une caravane, c'est une formation, enfin bref, c'est un grand groupe avec des caravanes euh, qui vont d'un point A à un point B quand même assez long. Et Gilano demande à Elana de suivre cette caravane. Et c'est là que ça part en couille. Ça part dans tous les sens. Euh, bah évidemment, elle découvre de nouveaux alliés, il y a des trahisons, il y a tout ce qu'il y a enfin, tout ce qui peut me plaire était dedans, très clairement. Il y a de l'amour, bref, il y a plein de choses. Le petit détail qui m'a fait un peu tiquer, c'est que on voit donc la fin de la formation d'Elana, puis on saute 2 ans. On la retrouve 2 ans plus tard, mais comme ça. C'est-à-dire que à un moment, elle vient de finir sa formation et l'instant d'après, on est 2 ans plus tard. 2 ou 3 ans plus tard. Et ça m'a un peu perturbée parce que bah, c'est un peu soudain. Et encore plus quand on passe de 2 ans plus tard à 7 ans après.
C'est-à-dire que à la fin du roman, à la fin du tome 2, on est 7 ans après le tome 1. Après le début du tome 2, en fait. On est 7 ans après les premières trahisons. Et ça m'a un peu perturbée parce que vraiment, on passe de 2 ans, enfin, de, du début à la fin de la formation en l'espace de 3 secondes. Et ça m'a un peu, j'étais en mode, est-ce qu'on pourrait nous prévenir quand on fait des sauts dans le temps comme ça? Mais franchement, c'était une très bonne lecture. Je vais aller le rendre parce que je l'ai emprunté à la bibliothèque. Donc je vais aller le rendre et je vais essayer d'emprunter le tome 3, qui est le dernier tome de Elana, mais pas de la saga, puisque il y a aussi une autre trilogie qui va avec, enfin, qui peut se lier, qui est La quête d'Ewilan. Et du coup, je vais essayer de lire La quête des Willan après. Mais ouais, je vais déjà essayer de lire le tome 3, probablement en octobre. Peut-être pas en septembre, mais probablement en octobre. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Mais du coup, voilà. Franchement, Elana, c'est pas une saga coup de cœur, mais c'est une saga que j'aime beaucoup quand même. Donc franchement, je la recommande. C'est de la fantasy et franchement, c'est vraiment pas mal. Et le dernier, et pas des moindres, c'est Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, paru chez Pocket. On retrouve Cécile qui part en vacances avec son père et la copine actuelle de son père. Son père change de copine très régulièrement. Et donc là, il est avec une certaine Elsa, je crois, si je dis pas de bêtises. Je vais quand même essayer de revérifier le prénom, que je dise pas de la merde. Il me semble que c'est Elsa, sans vouloir m'avancer trop vite. Ouais, Elsa. Donc, c'est censé être un été plutôt banal en soi. Ils sont dans une villa près de la Méditerranée pour les 2 mois de vacances, enfin pour les 2 mois d'été. D'ailleurs, le père fout rien visiblement l'été. Le père a 2 mois de vacances. Donc il fait beau, il fait chaud, machin, elle a 17 ans, elle rencontre Cyril. Donc normalement tout devrait bien se passer, hein. Elle est avec son père et la copine de son père, avec qui elle s'entend pas particulièrement bien, c'est pas les meilleurs amis du monde, mais d'un autre côté, elles se détestent pas non plus, elles parlent pas beaucoup, mais quand elles parlent, elles arrivent à parler sans avoir envie de s'entretuer. Et ça, ça, c'était avant que son père invite une amie de sa mère qui est morte il y a quelques temps déjà. Et il invite Anne, donc une des amies de sa défunte femme, à les rejoindre. Elle les rejoint et ça devient un peu compliqué puisque Anne Anne et Raymond, donc le père de Cécile, entrent dans un jeu de séduction alors qu'il y a Elsa autour et que c'est un vrai bordel. Et évidemment, ça finit par... Enfin, ce qui devait arriver finit par arriver. Anne met le grappin sur Raymond, on va dire. Et que le problème, c'est que Cécile n'est pas vraiment d'accord avec ça. Elle est un peu contre cette idée et elle monte un plan diabolique pour se débarrasser d'Anne. Sauf qu'elle fait un peu le yo-yo, Cécile. C'est ce qui m'a un peu dérangée durant le roman, c'est que elle fait le yo-yo et ça me stresse un peu. Et je vais pas vous parler de la fin, mais Bonjour Tristesse, le titre prend tout son sens à la fin, puisque bah Bonjour Tristesse, quoi. C'est vraiment le roman finit sur des éléments tristes. Je me suis pas tant que ça attachée au personnage. C'est plus pour le fond que pour les personnages que je me suis accrochée jusqu'au bout. Ça a pas été transcendant. Franchement, j'ai pas surkiffé. Je pensais que j'aimerais un peu plus, mais bon, peu importe. Euh, Cécile, ouais, le personnage de Cécile.
elle fait trop le yo-yo. Il y a un moment où elle va vouloir se venger d'Anne et ensuite l'instant d'après, en fait, elle veut Anne comme belle-mère pour toute sa vie et franchement, ça m'a un peu perdu parfois. J'étais là, j'étais en mode mais faut savoir ce que tu veux, hein, parce qu'on est mal barré. Raymond aussi m'a un peu agacé dans le sens où il se laisse très clairement marcher dessus par Anne et bon, même si au bout d'un moment ça change, ça change un peu, mais voilà. Anne et Elsa, c'est pareil. Elsa, elle était trop éprise, trop galère. Au final, il y a que Cyril qui soit à peu près droit et clair dans ses idées. Les autres, ça part dans tous les sens et franchement, je pense que c'est ce qui m'a le plus gêné dans ma lecture. Donc du coup, voilà, c'est pas le roman du siècle, quoi. J'ai pas surkiffé, ça m'a pas transcendé, comme je disais tout à l'heure. Donc du coup, voilà, j'ai lu quand même trois romans dernièrement, donc je peux vous en parler. Là, j'ai 3 lectures en cours qui sont Cette nuit-là, nous étions immortels de Laure Arbogast, La Belle et EST, La Bête de Sophie Jomain, qui est une réécriture du conte La Belle et la Bête, vous vous en serez douté, et Le Prince Cruel de Holly Black, paru chez Rajo. J'en suis à... Ouais, j'ai lu 160 pages. Donc là, je vais essayer de lire un peu avant d'aller bosser ce matin. Enfin, avant d'aller bosser. Je vous en parlerai dans tous les cas dans le prochain point lecture. J'espère pouvoir vous parler de La Belle et la Bête aussi dans le point lecture de la semaine prochaine. Ce serait vraiment génial. Et, euh, et on verra bien de toute façon. Je vous fais des bisous et je vous retrouve dimanche pour le tout premier vlog.